Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Il est 16h et on commence tout de suite. Aujourd'hui, nous débuterons avec Emma qui parlera de solutions à la paraplégie. Nous aurons ensuite Florian qui nous présentera une science qui essaie de déterminer le futur. Je vous parlerai ensuite d'éléphants et de cancer. Lilian nous présentera une histoire de la médecine. Et enfin, nous terminerons avec Nicolas qui nous fera son quiz sur les records de la Terre. Mais juste avant, nous aurons l'interview d'Estefania Bernal-Melendez qui viendra nous parler de sa thèse sur l'effet des particules de diesel sur les mammifères. Et on commence tout de suite avec Emma qui va nous dire que la science trouve des solutions à la paraplégie. Oui, donc c'est un article qui est paru au mois de septembre donc, de 2018 sur plusieurs sites d'actualité en France. Donc je vais vous parler d'une solution pour la paraplégie. Donc ça s'est passé sur... les expériences ont été faites sur Scott Dolan, donc un Américain qui a eu un accident de motoneige, je crois, en 2012. Donc pour commencer, on va faire simple. Est-ce que vous savez à peu près comment on commande un mouvement ? Donc comment on arrive au mouvement C'est le cerveau qui... le cerveau envoie une impulsion électrique à l'endroit qu'on souhaite mettre en mouvement. Ouais, c'est ça. Et donc les impulsions électriques passent pour la plupart dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale donc. Et ce pauvre Scott Dolan a donc... s'est donc retrouvé avec une lésion dans la colonne vertébrale au niveau de la moelle épinière. Et ça a fait qu'en fait, il s'est retrouvé paralysé depuis donc cette lésion jusqu'aux orteils, donc paraplégique. Ça, c'est comment on en arrive à la paraplégie. Et donc, il y a des scientifiques qui ont essayé d'implanter une électrode au niveau de cette lésion, désolé. Et elle est stimulée en fait par un stimulateur qui est à l'extérieur. Donc on l'active, on le désactive par une télécommande en gros. Il y a eu beaucoup de sessions de stimulation et d'exercices physiques, donc de la kinésithérapie. Et au bout de 2 semaines, Scott Dolan arrivait à se lever et à tenir debout, donc en étant maintenu quand même par un harnais, mais qui allégeait son poids, mais c'était les muscles de ses jambes qui étaient contractés par le fait des stimuli. Donc ça a pris 1 an de rééducation. Et au bout d'1 an, donc là c'était au mois de septembre, il a réussi à parcourir la longueur d'un terrain de foot environ, grâce à un déambulateur sous stimulation électrique. Les stimulations, c'est lui qui les donne ou c'est quelqu'un à côté où il appuie sur un... Là c'était quelqu'un, c'était quand même surveillé pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais oui, à terme, je crois que du coup ça pourrait être fait par la personne. Il avait son harnais quand il a parcouru le terrain ? Non, juste un déambulateur. Okay. Du coup, ces recherches, elles ont été menées par une clinique du Minnesota. Et donc, les médecins de la clinique pensent que dans les années à venir, les patients pourraient regagner le contrôle total volontaire de leurs jambes. Donc, plus besoin des électrodes. Recréer des terminaisons nerveuses. Mais c'est dingue. C'est oui. Complètement dingue qu'on puisse envisager de guérir des maladies comme ça. Enfin, des maladies. Eh ben, tu sauras que des chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne ont fait la même chose sur des rats. Donc, ils ont volontairement créé des lésions nerveuses au niveau de la moelle épinière. Et là, c'était des stimulations électrochimiques. Donc, on leur mettait une solution dans la moelle épinière et on stimulait ça avec électroniquement parlant. Et en quelques mois, je crois, ou même quelques semaines, les lésions, les terminaisons se refaisaient. Donc pas au même endroit, mais le cerveau arrivait à trouver des chemins détournés pour pouvoir retrouver la motricité des pattes du rat. Donc si ça a été fait sur des rats, les chercheurs pensent que ça pourra se faire sur des êtres humains. Donc en gros, c'est un fonctionnement de pont. Donc il y a l'électricité fabrique un pont entre les nerfs qui ont été coupés et arrive à passer. Mais pour le moment, donc sur les êtres humains, c'est que grâce aux stimuli électriques. Et là, donc ça a été fait sur quelqu'un qui a eu un accident, comme je disais, en 2012 et on est en 2018. Donc les traitements ont commencé fin 2016, je crois. Et là, c'est des chercheurs français, mais j'ai plus les noms, je suis désolée, qui ont pour objectif de faire les mêmes tests avec la même stimulation électrique sur des paraplégiques, mais qui ont eu des accidents récents.
donc où les muscles sont pas encore atrophiés, où les nerfs ne sont pas encore atrophiés, et voir en fait si la rééducation pourrait prendre moins de temps et si la rémission pourrait être vraiment beaucoup plus complète. Voilà. Super, merci Emma. Du coup, on va faire tout de suite une petite pause avec The Spinners, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Florian qui va nous parler d'une science capable de prédire le futur, ou du moins qui essaye. Oui, alors avant de vous parler de cette fameuse science, je dois d'abord vous parler d'un homme, donc c'est Isaac Asimov. Donc c'est un biochimiste de formation, mais qui deviendra romancier par la suite. Et c'est un des auteurs de science-fiction les plus prolifiques de l'histoire. Et son œuvre la plus importante, ça s'appelle Fondation. Donc l'histoire de Fondation, c'est l'histoire d'un scientifique, Harry Seldon, qui développe une science qu'il va appeler la psychohistoire. Et en fait, la science, si vous avez de bonnes notions en mathématiques, en sociologie et en histoire, elle va être capable de déterminer le comportement d'une société à long terme. Donc plus ou moins de prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, alors maintenant pour revenir à quelque chose de plus concret, il y a un scientifique russe qui a remarqué qu'en fait il existait plus de 200 versions officielles de la chute de l'Empire romain. De l'Empire romain. Et toutes ces versions sont valables, elles se corrèlent et tout. Mais le problème, donc, c'est que il voulait quelque chose ce mathématicien, il voulait quelque chose de plus concret et de plus analytique. Donc, il va parler de science historique, sociale, théorique, mais ça va faire un peu trop compliqué. Du coup, il va appeler ça la cliodynamique, parce que dynamique, c'est l'étude des choses qui sont en mouvement, et Clio, c'est la muse de l'histoire dans la mythologie grecque. Voilà. Donc tout commence en 2003 quand Peter Turchin, donc ce fameux scientifique, il publie un essai, donc pas un article mais juste un essai, c'est une opinion, et il dit que en gros les grandes sociétés du monde, comme par exemple l'Empire romain, il va pas être pareil que la France du Moyen-Âge, qui va pas être pareil que l'Empire des Huns en Chine, mais que toutes ces structures, elles partagent des dynamiques, et il va essayer de comprendre un petit peu si elles ont des points communs et tout. Donc pour ça il lui faut des preuves solides, des choses concrètes qu'il peut mesurer et tout. Et ce qui se mesure facilement en histoire, c'est les morts et les naissances. Donc en fait il va faire ces petits modèles mathématiques et tout, et il va trouver que en gros la population, donc les fluctuations de population, elle est corrélée avec les conflits. Par exemple, pour parler de l'histoire de la France, au XIIIe siècle, on a un pic de population qui va engendrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va retrouver la guerre de 100 ans. Pareil au XVIIIe siècle où le pic de population va engendrer la révolution. C'est l'une des raisons qui va engendrer la révolution française de 1789. Donc tout concorde avec la théorie. La population est négativement corrélée avec les conflits. Ce qui veut dire que quand la population augmente, ça va augmenter jusqu'à un point critique où il va y avoir l'apparition de... Donc en gros, l'augmentation de la population, ça augmente les chances... les chances de conflit, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc maintenant, il a son modèle, il est content, mais il aimerait bien l'appliquer à quelque chose, parce qu'on parle d'histoire, on parle quand même de choses concrètes. Donc il va étudier les émeutes et les mouvements de violence aux États-Unis, et il va essayer de voir s'il va trouver un schéma, quelque chose qui se répète pour pouvoir l'étudier. Donc il commence en 1870 avec la guerre de sécession. La guerre de sécession qui va causer beaucoup de morts. Il y aura notamment les émeutes orange à New York, donc qui va opposer les immigrés irlandais catholiques aux protestants. Donc là on est en 1870. Donc il va envoyer l'armée en 1920, donc 50 ans plus tard. Il va trouver qu'il y a eu des guerres civiles, donc dans la ville de Maytown par exemple. Donc c'est une ville minière qui s'est fait assiéger par l'armée parce que les mineurs n'avaient pas ils voulaient joindre un syndicat qui voulait pas. Donc j'ai pas les détails, mais en gros il va y avoir une nouvelle vague de violence en 1920, et 50 ans plus tard de nouveau, donc dans les années 60-70, il va de nouveau y avoir des pics de violence avec l'assassinat des assassinats politiques. Donc par exemple de Harvey Milk, qui représente une nouvelle classe politique, de JFK, de Martin Luther King, ça j'ai plus les données en tête. Et il va y avoir aussi des tueries de masse. Donc par exemple, il y a beaucoup, dans les années 60-70, il y aura beaucoup de manifestations contre la guerre du Vietnam, et il y aura notamment des violences policières qui seront faites avec... les policiers, ils ont ouvert le feu sur la foule.
Et donc, il observe que ça se répète tous les 50 ans. Donc, la question qu'il se pose, c'est est-ce que ça arriverait de nouveau, donc, selon son modèle, ce serait en 2020 ? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on est peut-être en train de vivre les premiers pics de ce fameux conflit de 2020. Parce que dans violence aux États-Unis, les années passées, il y a eu les assassinats de Berkeley, de Baltimore, de Ferguson, qui sont causés, par exemple, par des violences faites à des jeunes noirs américains par les policiers. Donc l'avenir nous dira s'il aura raison ou pas. On n'espère pas. Oui, on n'espère pas. Mais du coup, il essaye de comprendre pourquoi c'est un pic pourquoi c'est un pas de temps de 50 ans et pas de 60-70. L'une des raisons, il y a plusieurs théories. L'une des raisons, ce serait que, en gros, il y ait ceux qui aient vécu le conflit qui vont pas le reproduire. Ces gens vont avoir des enfants. Et donc ils vont leur dire de pas reproduire ça parce que c'était moche. Et ces gens auront de nouveau des enfants, mais ces enfants ne seront pas eux traumatisés par les conflits ni rien. Donc ce serait une crise d'environ 50 ans. Ça serait une question de génération au final. Toutes les 3 générations. Oui, c'est une des théories. L'autre théorie, c'est ce que Peter Turchin appelle la surproduction des élites. En gros, c'est la société, quand une société s'enrichit, ça produit des élites. Et à un moment, il va y avoir trop d'élites par rapport aux places de pouvoir, dans la société. Par exemple, une bonne stat, c'est en gros les héritiers des magasins Walmart, donc les 6 héritiers des frères Walton, qui pèsent plus lourd économiquement que 40% des Américains réunis. Et donc à un moment, ça va créer trop d'inégalités. Et c'est à partir de là que peuvent, selon sa théorie, déclencher les conflits. Donc c'est peut-être la réalité qui rattrape la science-fiction. Waouh, bah super Flo, c'était une excellente chronique. Donc on vous conseille quand même, si vous avez envie de découvrir Asimov, on vous conseille fortement Fondation. Et qui reprend justement ce thème. Et tout de suite on va faire une petite pause avec Bad Girls de Donna Summer. Et après je vous présenterai les solutions qu'ont développées les éléphants contre les cancers. Nous sommes de retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous écouterons bientôt Lilian qui nous présentera l'histoire de la médecine, mais juste avant, je vais vous parler de cancer et d'éléphants. Dans la nature, en général, plus l'individu est gros, plus il a de chances d'avoir un cancer. Donc la raison, elle est toute bête, c'est parce que vous avez plus de cellules au final. C'est juste une question de proportionnalité, de probabilité. Donc juste comme ça, déjà, est-ce que vous pourriez me dire simplement ce qu'est qu'un cancer ? Retour sur ma chronique. Et oui, tu vas voir, je vais revenir sur pas mal de choses d'ailleurs. C'est la prolifération de cellules mutées qui ne sont pas détruites. Voilà. Oui, qui peuvent causer de gros dommages. Donc il y a justement certaines espèces, comme les éléphants, qui ont réussi à développer des défenses contre ce phénomène. Donc déjà, il faut savoir qu'un éléphant, ça possède 100 fois plus de cellules qu'un humain en moyenne. Et à votre avis, un humain, ça est composé de combien de cellules ? Des milliards de milliards ? Non, mais on est proche quand même. Je crois, on n'est pas dans le 10 puissance 15 quand même. On est à 100 000 milliards. Donc fois 100, ça fait encore plus. Donc voilà, techniquement, un éléphant a 100 fois plus de chances d'avoir un cancer que nous. Mais il possède un gène qu'on appelle zombie ou gène dormant. Donc en gros, c'est un gène inactif qui a besoin d'être réveillé pour fonctionner. Donc il s'appelle le gène LIF pour Leukemia Inhibitor Factor, donc facteur inhibiteur de leucémie, qui est inactif mais doit se faire activer par un autre gène. Ce gène zombie va coder une protéine qui va s'attaquer aux mitochondries. C'est quoi les mitochondries ? Très bonne question, Flo. Mais je pense que t'as 2 autres biologistes dans le studio qui pourront peut-être te répondre. C'est quoi les mitochondries ? Alors les mitochondries, c'est une partie de la cellule qui est essentielle à sa vie en fait. Ça... C'est l'usine à énergie de la cellule. C'est ça, ça crée toute l'énergie pour le maintien de la cellule. Donc cette protéine, elle va justement endommager cette mitochondrie. Et ça va créer un processus de destruction que Emma connaît bien qui s'appelle... l'apoptose. Chez les éléphants, ça se produit avant que la cellule devienne cancéreuse. Donc il a vraiment trouvé un système vraiment pour tout prévoir au niveau des cancers. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce serait pour la recherche, on le développe pour nous et que ça fasse qu'on puisse se soigner plus facilement des cancers. Donc en fait, il a moins de chances d'avoir un cancer ou il peut pas avoir de cancer, l'éléphant ? Techniquement, il n'y a pas de... Le risque zéro n'existe pas. Oui, ok. Mais il a beaucoup moins de chances que nous. ok, d'accord. Du coup, on pourrait presque en arriver à un gros guillemets vaccin contre le cancer, là. Ouais, grâce à un traitement grâce à ces gènes, oui.
Donc tout cela, ça peut quand même faire réfléchir, parce que sur un fond d'écologie de 6e extinction de masse, on peut dire que toutes les espèces ont beaucoup de choses à nous apprendre au final. Et il faut savoir que chaque année, c'est 20 000 à 30 000 éléphants sous l'effet du braconnage qui meurent. Et alors qu'il en reste à peu près combien à votre avis? Alors, je vais cumuler éléphants d'Afrique et éléphants d'Asie. L'état de... Est-ce que c'est l'éléphant, il est en extinction, il est en Voie voie d'extinction? Ouais. Alors celui d'Asie, il est plutôt dans le mal, oui. D'accord. Celui d'Afrique, je sais pas, là j'ai les chiffres pour ceux à l'état sauvage. Hein. D'accord. Donc, j'irais 1000. Non. Non, pas quand même. Ok. Parce que c'est quand même une espèce qui a réussi à être, qui est connue du grand public. Ça fait qu'il y a beaucoup de grandes instituts qui ont tenté de les protéger ou de les faire en sorte qu'ils se reproduisent plus facilement. Du coup, une idée de chiffre, une échelle. Juste une échelle. Peut-être 15, dans les milliers, 15-20 000, non? Alors j'ai des chiffres de la WWF, mais je pensais que vous m'auriez dit plus au final. Parce que, alors, on en est à peu près à 450 000. Ouais, quand même. Donc on a 415 000 éléphants d'Afrique et 50 000 d'Asie. Mais bon, quand on sait que 20 000 à 30 000 disparaissent chaque année, et si je me trompe pas, je crois que pour qu'un éléphant naisse, faut attendre 1 ou 2 ans, non? Ouais, le temps de gestation de l'éléphant, il est super long. Donc du coup, ça a un petit ratio négatif. Donc du coup, comme on aime bien les éléphants et qu'on aimerait qu'il y en ait un peu plus en Asie, on va peut-être éviter d'aller faire des balades en éléphant en Thaïlande, puisque c'est de la maltraitance animale. Et oui, et tu sais d'ailleurs comment ils font pour faire en sorte qu'ils deviennent dociles, les éléphants? C'est pas des des bâtons électriques non, ou c'est très vicieux. En fait, ils vont accrocher l'éléphant avec une corde à un pieu quand il est tout petit. Et l'éléphant, il va prendre l'habitude qu'il va pas réussir à se délivrer avec cette corde. Parce que comme il était petit, il avait pas assez de force. Et en grandissant, ils vont lui mettre la même corde, mais comme lui, il aura eu l'habitude quand il était petit, qu'il pouvait pas se délivrer, et il va... Voilà, c'est complètement psychologique. C'est comme un tigre, tant qu'il a pas mordu le maître, qu'il aura pas réussi à mordre le maître, ou qu'il sait pas qu'il est capable de le faire, il va rien faire. Tu m'auras appris un truc. Et sur ce, on va essayer de se détendre un peu avec Cobra Style des Teddy Bears, et on retrouvera Lilian juste après avec son sujet sur l'histoire de la médecine. Rebonjour, vous êtes sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Lilian qui va nous parler de l'histoire de la médecine, et juste après nous retrouverons l'interview d'Estefania Bernal Melendez avec qui nous discuterons de sa thèse sur l'impact des particules de diesel sur les mammifères. À toi Lilian. Oui, alors du coup, je vais vous parler de l'évolution de la médecine depuis ses débuts, donc depuis la préhistoire, où c'est apparemment essentiellement basé sur l'ésotérie et le monde mystique, avec une espèce de société basée sur des chamans qui sont à la fois des guides spirituels et des guérisseurs. On peut pas vraiment leur donner le titre de médecin. Alors vous me direz comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce qu'ils connaissaient des plantes justement qui avaient certaines caractéristiques? Voilà, alors comment on en est arrivé à là? Déjà, pourquoi on suppose que c'était les chamans qui avaient ce rôle? Eh bien déjà on se base sur ce qu'on appelle la paléoanthropologie. Donc de paléo, donc ancien, le passé, anthropos, l'homme, et logos, donc la science. Donc c'est la science du passé de l'homme. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien on se base sur des vestiges, donc des poteries, des plantes, des ossements d'animaux qui pourraient potentiellement être des sortes d'amulettes pour guérir, etc. On retrouve aussi des restes d'onguents, des restes de plantes dans des grottes, etc. Des plantes qu'on sait maintenant avoir des propriétés thérapeutiques. Ensuite, on se base aussi sur l'archéologie et notamment sur... donc oui, c'est de l'archéologie finalement. On se base sur les ossements. Par exemple, on a des traces de trépanation, donc des trous dans le crâne des êtres humains, et on suppose que c'était pour soigner peut-être des pathologies ou peut-être essayer de soigner des crânes fracturés, etc. Parce qu'on a et les gens survivaient parce qu'on a des traces de remodelage, donc le crâne avait commencé à se refaire un petit peu autour de ces trous, donc c'est assez impressionnant.
en sachant qu'ils faisaient ça avec des silex et que c'était pas aseptisé ni. Ils avaient peut-être un système immunitaire plus fort que nous actuellement. Peut-être à l'heure actuelle, on sait pas encore, voilà. Oui, et du coup, on se base aussi sur le principe d'actualisme, c'est-à-dire qu'on peut tenter d'expliquer ce qui se passait avant avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, faut faire très attention parce que du coup, c'est assez compliqué. On peut pas prendre par exemple notre société moderne où la médecine est très évoluée. On va essayer de trouver des populations qui vivent à peu près dans les mêmes milieux et dans les mêmes conditions. Donc par exemple les tribus d'Afrique ou de forêts tropicales comme en Asie ou en Amérique du Sud, où les gens sont très... où l'impact en fait des sociétés modernes est très faible en fait. Ouais, technologiquement. Et donc voilà, donc c'est des choses qui sont... Enfin, leur mode de vie et les choses qu'ils utilisent encore pour leur médecine est très semblable à ce qu'on peut trouver dans des grottes préhistoriques. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de faire le lien. Et il faut savoir que c'est des tas d'études sur des tribus qui sont corrélées pour en arriver à ces résultats, et c'est assez impressionnant, enfin, je trouve. Okay. Donc ensuite, nous allons passer à l'Antiquité. Alors l'Antiquité, il y a toujours un lien très fort avec la religion dans la plupart des sociétés antiques. Alors par exemple les prêtresses et les druides dans le monde celte qui ont ce rôle à la fois spirituel et à la fois de guérisseur avec des amulettes toujours et des décoctions probablement et l'usage de plantes. On a également les barbiers dans l'Antiquité romaine qui avaient souvent ce rôle un peu de médecin parce que déjà il n'y avait pas le travail de médecin était très peu répandu. Quand on est en province, c'est difficile de trouver un médecin et il y avait beaucoup plus de barbiers finalement. Et de par leur profession, parce que quand on rase quelqu'un, on n'est plus sujet à le couper, alors du coup, essayer que ça s'infecte pas, c'est plutôt bien pour garder sa clientèle, et donc voilà. Ensuite, mais il faut savoir qu'il y avait aussi des médecins et des chirurgiens de profession qui exerçaient dans les grandes villes, etc. Donc là, on perd un petit peu cette notion de rapport à la religion, mais... Voilà, donc dans la Rome antique, on commence à perdre un petit peu ce rapport à la religion, qui n'est pas du tout perdu dans la Grèce antique, parce que là, il y a énormément de prières et d'incantations qui sont couplées justement aussi à des soins avec des herbes, des choses comme ça. Donc il y a toujours ce couplage dans la Grèce antique. Pendant le Moyen-Âge, c'est même l'inverse, c'est un petit peu la guerre entre les médecins et la religion catholique. Je parle en Europe, bien sûr. Il y a la guerre un petit peu entre les médecins et la religion, parce que du coup, il y a le respect du corps dans la religion et des morts surtout. Et comment pouvoir exercer une profession de médecin si on n'a pas accès à tout ce qui est anatomie. Donc c'était assez compliqué et ils étaient assez passés au second plan, enfin ils étaient plutôt persécutés. Et on faisait appel à eux que quand on voyait des cas vraiment désespérés, des rois qui étaient en train de mourir et que malgré toutes les prières, ils continuaient à mourir. Du coup on faisait appel aux médecins et souvent il était bien trop tard et les connaissances n'étaient pas assez développées. Et c'était une occasion de plus pour les accuser de la mort de personnes illustres. Donc nous venons de finir un petit peu l'histoire de la médecine dans l'Antiquité. Dans ses débuts, oui. Dans ses débuts, et nous continuerons certainement plus tard avec la Renaissance et les époques plus récentes. Eh ben merci Lilian, pressé d'écouter la suite dans 2 semaines. Et maintenant, on va faire une petite pause avec California Soul de Marlena Shaw avant d'écouter l'interview d'Estefania Bernal-Melendez qui va nous parler de sa thèse sur l'impact des particules de diesel sur les mammifères. À tout de suite.
Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fudget. On lance tout de suite l'interview d'Estefania Bernal-Melendez avec sa thèse sur l'impact des particules de diesel sur les mammifères. Bonne écoute. Donc bonjour à tous, nous sommes avec Estefania Bernal-Melendez, désolé pour la prononciation. Donc vous êtes doctorante en neurobiologie, vous avez récemment publié vos résultats et donc on a quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre sujet de thèse justement ? Alors, mon sujet de thèse, qui a un nom extrêmement long et relativement simple à définir, c'est les effets de la pollution atmosphérique sur le développement cérébral. Et plus particulièrement sur les particules issues des moteurs diesel. Et j'étudie les effets à court et à long terme sur un modèle animal assez particulier, assez original, qui est le lapin. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces originalités ? Parce quand on parle d'expérimentation comme ça sur les animaux, on pense souvent aux souris ou aux mouches aussi. D'accord. Donc généralement en neurosciences, effectivement, on parle souvent de rongeurs, donc rats ou souris, ou de drosophiles, qui est un autre modèle un peu plus génétique. Ici, on a fait le choix finalement de ce modèle expérimental parce qu'on voulait être le plus proche des données qui sont susceptibles d'être vues ou d'être mises en évidence par des études épidémiologiques. Le lapin est un animal qui a une placentation fonctionnelle et anatomiquement équivalente à celle de l'homme. Et étant donné que je travaille sur les effets à court et à long terme de la mise en place et du maintien des systèmes nerveux, je voulais me rapprocher le plus possible de ce qui peut arriver chez un fœtus en termes d'exposition atmosphérique, de pollution atmosphérique, et ainsi évaluer ou caractériser les effets à court et à long terme, voire intergénérationnels, d'une telle exposition, qui à l'occurrence est prénatale. D'accord. Donc, du coup, quelles pourraient être les applications directes ou potentielles de vos travaux ? Alors, mon travail de thèse est en collaboration, donc c'est un consortium qui s'appelle Brain-Airpol, et il est en collaboration entre l'ANSES et l'ADEME. Alors, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de santé de l'environnement et du travail. Et l'ADEME, c'est l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise énergétique. Et l'idée et la raison pour laquelle a été créé ce consortium était d'évaluer sur un modèle animal, pour pouvoir faire des travaux vraiment expérimentaux, et non seulement comportementaux, d'un effet dû à la dose de pollution atmosphérique dont peut être atteinte une femme enceinte. D'où aussi la raison pour laquelle on a utilisé ce modèle expérimental. Et disons que le débouché de mes résultats, ce serait d'évaluer quelles sont les caractéristiques et les dangers d'une exposition, même très contrôlée, comme c'est le cas des particules issues des moteurs diesel ou de type anthropogénique, sur le développement des sociétés. Par rapport à vos expérimentations, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur la manière dont vous avez procédé ? Expérimentation de quel type ? Histologique, comportementale, moléculaire, Globalement. dans tous les panels. Ouais. Alors, plus particulièrement, donc, les lapines, elles ont été exposées soit de l'air filtré, donc c'est notre groupe contrôle, soit à un environnement polluant, où on a contrôlé vraiment quelle était la quantité, la concentration et le type de particules, avec le moteur diesel spécifique, et ceci que par voie nasale. Donc comme ça, on pouvait vraiment contrôler tout ce qui entre, on va dire, à l'organisme. Ensuite, une partie de ces animaux a été mise à mort et on a récupéré les petits pour étudier les effets à très court terme, à l'occurrence gestationnels, d'une telle exposition sur le système olfactif et le système nerveux central à proprement parler. Donc à partir de là, on a fait plusieurs études moléculaires, donc de type transcriptomique et protéomique, ainsi que des études histologiques pour étudier les neurotransmetteurs et les systèmes de neurotransmission de ces petits, et voir si déjà au stade gestationnel, on avait des retards, admettons, de croissance de neurotransmission ou de croissance cellulaire ou neurale, plus simplement dit. Une autre partie a mis bas donc à une première génération, qu'on appelle une génération F1, et on a étudié au stade précoce et la sensibilité olfactive des animaux qui avaient été issus de mères témoins ou issus de mères exposées. Donc c'est tout simplement une étude qui a été largement étudiée avec le laboratoire de Dijon, donc M. Courreau et Schall, déjà en 2004, qui constitue la reconnaissance de la pheromone mammaire. Donc on a juste à mettre une tige avec un peu de pheromone mammaire diluée,
et à l'approcher à l'animal qui va systématiquement, on va dire, donc c'est vraiment un comportement réflexe, il va systématiquement étirer son cou et commencer à téter. Et donc c'est ça la réponse comportementale qu'on attend, afin de voir s'il y a plus ou moins de sensibilité. Donc ça, on l'a fait pour plusieurs concentrations qui ont déjà été documentées et caractérisées dans différents articles, afin de voir si on avait un retard ou une désensibilisation ou une hypersensibilisation à ces phéromones mammaires. Donc ça pour les petits, on va dire. Et pour les adultes, on a fait un autre test qu'on appelle le test de boulatée, où c'était juste littéralement une boulatée, soit vide, soit avec du foin à l'intérieur, qui a une odeur hédonique pour l'animal. Et dans le cas des adultes, donc on a réévalué un test comportemental qu'on appelle la boulatée, où c'était tout simplement une vraie boulatée, soit vide, soit avec du foin à l'intérieur, qui constitue une odeur hédonique pour l'animal, afin de voir si les possibles altérations comportementales de type olfactif vues chez le petit se répercutent à l'âge adulte. Une fois qu'on a effectué ce test, et les animaux, une partie a été mise à mort pour étudier encore une fois, pendant tous les panels de cellulaires à histologiques ou physiologiques, les potentielles altérations qu'il peut y avoir au niveau du système olfactif et du système nerveux central. Une partie des femelles, donc F1, à l'occurrence adulte, a été saillie pour avoir une deuxième génération, qu'on appelle dans ce cas une génération F2, afin de mettre en évidence des potentiels effets intergénérationnels d'une exposition aux particules de diesel. Donc, vers quel domaine particulier au sein de la neurobiologie souhaitez-vous vous diriger l'année prochaine ? L'année prochaine, dans pas très longtemps en plus. Et idéalement, donc encore une fois, et j'aimerais continuer sur des modèles auxquels j'ai déjà une certaine connaissance et une certaine expérience. Donc que ce soit la neurotoxicologie ou la neuropharmacologie. Après, il ne faut jamais dire jamais. Et s'il s'agit de travailler avec un autre modèle animal, même si c'est la drosophile, voilà, ou une autre thématique de recherche, du moment que ça intéresse, c'est ça le plus essentiel. Donc j'ai une question aussi sur l'expérimentation animale. Vous êtes particulièrement bien placé pour en parler. Quels sont les enjeux pour vous personnellement et pour la recherche ? Les enjeux dans quel sens ? À cause de toute la réglementation qui se met en place ? Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Et globalement pour la recherche de manière générale ? D'accord. Personnellement, je pense que l'expérimentation animale est toujours incontournable. On ne peut pas s'en passer à l'heure actuelle de l'expérimentation animale pour les différentes études auxquelles sont nécessaires. Que ce soit pour les vaccins, que ce soit pour différents agents pharmacologiques. D'autant que la plupart du temps, elle est proposée à l'usage humain. Et il faut avoir un minimum de recul, malheureusement par l'expérimentation animale, pour voir quels peuvent être les problèmes qu'il peut y avoir sur l'espèce humaine. Au sein des laboratoires, je crois que c'est à peu près le même avis, même si la réglementation fait en sorte, et à juste titre, de réglementer et d'être beaucoup plus stricte sur l'usage de l'animal. Notamment avec les différentes lois, et notamment la loi des 3 R, donc remplacement, réduction, raffinement, qui permet de vraiment être à l'écoute de l'expérimentation animale et ne pas déborder ou exagérer, on va dire, sur ce type de manipulation. Alors globalement, les résultats, bien sûr, c'est difficile d'en parler là comme ça en quelques phrases, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon sur ce que vous avez obtenu ? Alors, ce qu'on a observé, ce sont différents problèmes de type comportemental. Donc, à l'occurrence, une désensibilisation olfactive des petits qui sont issus des mères exposées par rapport aux animaux qui sont issus de mères témoins. Des altérations qui se répercutent à l'âge adulte, en termes comportemental. Et si on va plus dans un domaine moléculaire, cellulaire, physiologique, on a des altérations structurales et ultrastructurales du système olfactif qu'on n'observe pas chez le petit, donc en l'occurrence au stade gestationnel, qu'on ne voit pas au niveau du reste du cerveau. Et on a aussi la présence de particules. Donc ça voudrait dire qu'ils ont passé
tous les systèmes biologiques de protection biologique, de barrière biologique de la mère qui sont arrivés et qui ont traversé le placenta et qui sont arrivés jusqu'au fœtus. Ce qui pose un problème de neurotoxicité quant à la présence physique de telles particules chez le petit. Et ces altérations se répercutent à l'âge adulte sur d'autres systèmes, notamment neurotransmetteurs, qui restent relativement difficiles à évaluer et à comprendre du fait qu'à ce moment-là, on a aussi une composante hormonale mâle-femelle qui se met en place. Donc c'est ce que je suis en train d'analyser et d'essayer de comprendre actuellement. Du coup, dans le monde actuel, donc avec de plus en plus de pollution, etc., qu'est-ce qu'on peut extrapoler sur l'humain ? Alors, actuellement, les différentes études épidémiologiques ont montré que chez les personnes qui sont directement exposées, donc à l'occurrence adultes, et on a beaucoup de corrélations, qui restent une corrélation, et entre exposition, ou niveau d'exposition aux polluants atmosphériques, et problèmes de neurodégénérescence, de type Alzheimer ou Parkinson. Chez les petits, directement exposés, disons que ce qui semble ressortir, ce sont plutôt des altérations de type neurodéveloppemental. Donc que ce soit au niveau comportemental, de type trouble du spectre autistique ou déficit attentionnel ou hyperactivité, qui peuvent être susceptibles de mettre en place de façon très précoce les altérations neurodégénératives qu'on observe à l'âge adulte. Ce qu'on essaye d'observer, nous, avec notre modèle, qui reste quand même un modèle animal, donc assez restreint, avec des limites assez évidentes, c'est de mettre en évidence des altérations histologiques ou physiologiques qui puissent expliquer ce type d'altération comportementale et cellulaire, à l'occurrence pour le cas de l'Alzheimer. Et c'était l'interview d'Estefania Bernal-Melendez, que l'on remercie beaucoup pour sa participation, et aussi l'interview qui a été faite par Sam, qui est actuellement en Suède et pas avec nous dans l'équipe, malheureusement. On lui fait un gros coucou, et je vous laisse avec Shotgun de George Ezra, et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de l'émission avec Nicolas qui va nous faire un quiz. Bon retour dans Science Infuse, c'est la dernière partie de l'émission où nous allons écouter Nico qui va nous parler d'un quiz sur les records de la Terre. Comme d'habitude, on va terminer par un petit quiz. Donc cette semaine, c'est moi qui l'ai préparé. C'est sur les records de la planète Terre. Alors on va commencer par une question un petit peu de culture générale. Ça va être celui qui a la réponse la plus proche, qui a la bonne réponse. C'est combien y a-t-il d'espèces vivantes sur Terre ? Emma, est-ce que tu as une idée ? Alors là, aucune. Je dirais qu'on est dans l'ordre du... Non, pas du milliard quand même. Si, l'ordre du milliard quand même. Parce que quand tu dis les espèces, tu pars des bactéries aux plantes, aux... C'est ça, tout être vivant. Ouais, du coup, ouais. On est 1 milliard. Donc 1 milliard, Emma ? Ouais. Corentin, pareil ? 2 milliards. 2 milliards. 1,3 je dirais. 1,3. Beaucoup. Beaucoup. Ah, c'est une bonne réponse. Alors en fait, la réponse plus ou moins exacte, c'est 1,23 milliard d'espèces découvertes. Et les estimations sont à 8,7. Qui nous resterait encore un certain nombre d'espèces à découvrir. Ouais, c'est dans les fonds marins aussi, on a quasiment rien. Non, même pas. En fait, les plus grosses estimations, c'est vraiment dans tout ce qui est zone tropicale, dans les forêts amazoniennes. Ah, c'est là qu'il y aurait le plus de... Ouais, c'est là qu'apparemment il y en aurait le plus à découvrir. Mais je sais pas si t'as déjà entendu la phrase qui dit que dans 1 mètre carré de forêt tropicale, il y a plus d'espèces différentes que dans tout le Royaume-Uni. Ah non, je connaissais pas. Bah voilà. Voilà. Et du coup, on suppose que c'est dans les zones tropicales, notamment dans les forêts amazoniennes, tout ça, qu'il y aurait vraiment beaucoup d'espèces qui nous resteraient à découvrir. Et aussi dans les fonds marins, mais plus petite quantité. Alors la question numéro 2, elle est un petit peu plus facile. Si vous connaissez tous le plus haut sommet de la Terre. Oui. Oui, qui est, Flo ? L'Everest. C'est ça. Et est-ce que vous connaissez sa taille exacte, au mètre près ? J'en ai aucune idée. 8450. 8450. Emma ? Je dirais 8700... Ouais, 8700. Lilian ? Très haut ? Oui, j'aurais dit à peu près comme Flo, 8450, c'est ça ? Corentin peut-être ? 8453. Non, c'est Emma la plus proche, c'est 8848 mètres. Et du coup maintenant, le point le plus bas, est-ce que vous savez où il est ? Oui, c'est pas le... Il a un nom, non ? Je crois un truc du style... Oui, c'est un nom. C'est le Deep Challenger ou un truc comme ça. Ouais, alors Challenger Deep. C'est dans la fosse des Mariannes. Oui. Et du coup, est-ce que vous connaissez la profondeur ?
12 000 mètres. 12 000 mètres pour Flo. Corentin, Ah, j'en ai aucune idée. Emma. Ouais, je dirais 12-13 000 mètres. Très profond. Très profond, ouais. Non, ben en fait, vous avez un petit peu surestimé. C'est que 11 034 apparemment. Après, là, on est moins précis pour mesurer les fonds marins que les hauts, parce que au niveau des sonars et tout, les ondes peuvent être déviées. Donc on a mis 11 034, mais on sait que c'est entre 11 000 et 11 100. Globalement, ça on est sûr. Oui. Après, On y est déjà descendu, non? il y a une sonde qui est descendue, mais elle pouvait pas descendre tout en bas. Ouais, avec la pression. Voilà. Ouais. Non, c'est pas avec la pression, mais tu sais... Enfin, globalement, elle est descendue à la profondeur là, mais après, il y a encore des toutes petites failles plus petites dans lesquelles elle pouvait pas passer. Du coup, après, là, elle a fait à peu près avec les... Ok. Voilà. Donc maintenant, on était bien profond dans les océans. Est-ce que vous connaissez la surface des océans par rapport au sol? Enfin, par rapport aux terres qui sont sur Terre. Sur la planète, du coup. Quelque chose comme 2 tiers d'océan, 1 tiers de terre émergée. 2 tiers, 1 tiers, ouais, c'est assez proche. Je dirais 70-30. 70-30, Moi, j'étais sur 3 quarts, 1 quart. 3 quarts, 1 quart, donc un peu plus pour Corentin. Ouais, entre 2 tiers, 1 tiers et 3 quarts, 1 quart. Et c'est ça, Emma. Donc c'est Flo le plus près. C'est 70,71 si tu voulais être précis. Donc c'est un tout petit peu plus de 70% d'océan et de terre. Et petit bonus, est-ce que vous savez l'océan Pacifique il fait quelle surface par rapport à la surface des océans? Plus de la moitié, je crois. Ou la Un moitié. petit peu moins, ouais, quasiment la moitié. Quasiment la moitié des océans, c'est l'océan Pacifique en termes de surface, T'as pas les de chiffres volume. en surface? J'ai pas noté tous les chiffres en surface, j'ai juste laissé 1%. Mais c'était en volume, je crois que le Pacifique il est encore plus parce qu'il y a beaucoup plus de fosses. Maintenant, on va parler des températures. Est-ce que vous savez la température la plus froide qui a été mesurée sur Terre? Je dirais moins 65 degrés. Moins 65 degrés, ok. Et attends, petite question, est-ce que vous savez c'est quoi la température la plus froide qu'on peut... Enfin, le zéro absolu, vous savez il est à combien? Ouais, moins 273. C'est ça, moins 73. Et donc sur Terre, on serait à moins 70 seulement? Oui. D'accord. Qui d'autre? Je sais pas, moins 110 peut-être? Moins 110? Aucune idée. Aucune idée. Très froid, Lyon. Non, bah en fait, Flo, t'étais pas super loin. C'est moins 98 degrés. En fait, ça, c'est une valeur qui a été mesurée par satellite. Donc, c'était pas une valeur qui a été mesurée directement. Et sinon, la plus basse directement, c'est moins 89 degrés. Comment ça, directement? Bah, en étant sur place. Ah, En ok. fait, le moins 90, c'est, ça a été mesuré par des satellites qui ont fait des relevés. Enfin, en gros, ils ont vu depuis l'espace, la surface là, elle est à moins 90. Mais en étant sur place, c'est le moins 89. C'était où C'est en Antarctique, dans une station météorologique à Vostok. Et du coup, maintenant, le point le plus chaud, à votre avis? Moi, je dirais dans le Sahara. Non. Moi, je dirais plus 65, comme ça on est un peu. Ah, tu voulais quoi, la température ou le lieu? Ouais, si t'as la température et le lieu, c'est ça. Bah, Mais c'est pas en Afrique. Ah bon? Ouais, c'est pas en Afrique. Bah alors là, j'en ai aucune idée. Mais je dirais autour, ouais, comme Flo, autour de 70. Ouais. Autour de 70. Parce que d'ailleurs, par rapport à la question d'avant, sur la température la plus froide, en fait, en laboratoire, je crois que c'est dans la Station Spatiale Internationale, ils ont réussi à refroidir une molécule à quasiment le zéro absolu, en fait. Mais sur une seule molécule, ils l'ont mise à moins 272 degrés. Voilà. Donc à un petit peu moins d'1 degré du zéro absolu. Mais juste une molécule, donc ça compte pas. Voilà. Donc du coup, t'avais dit température 65. 65. Emma, peut-être. Ouais, pareil, 65, 70 peut-être. Lilian. Ouais, moi j'aurais dit 60. 60, bah c'est Lyon le plus près. C'est 56,7 degrés Celsius, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et en fait, c'est pas du tout en Afrique, c'est aux États-Unis, dans un désert qui s'appelle Greenland Ranch, qui s'appelle la vallée de la mort aussi en français. Voilà, ça a été mesuré, et c'était mesuré en 1913. Donc après, pour les estimations, vous pouvez dire oui, 1913, c'est quand même vieux, c'est pas sûr. En fait, il y a eu beaucoup de débats parce qu'il y a eu une température qui a été mesurée à plus de à plus de 60 degrés. Mais en Libye en 1922, et en fait ça a été démenti, ils ont dit qu'en fait les chiffres avaient peut-être été exagérés, qu'il y avait 4-5 degrés de moins. Et donc ma dernière question, c'est aussi sur... là c'est un être vivant en général. Est-ce que vous savez l'être vivant le plus vieux, donc encore en vie, qu'on connaît? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, moi je dirais que c'est des arbres. Enfin, que Mhm. ce sont des arbres. Et il y a
il y a 2 types, si je me trompe pas. Il y en a un où il est juste vieux, et il y en a d'autres, il est vieux parce qu'il a des clones. T'es sur la bonne voie. Donc c'est pas un arbre, Mais je me souviens plus du nom de l'espèce. c'est une espèce qui fait des clones aussi. Donc ça reste le même individu parce qu'il transfère toutes ses plus ou moins connaissances, vu que c'est un végétal, à ses clones. Donc est-ce que vous pouvez m'estimer son âge avant que je vous dise ce que c'est? Allez, 10 000. 10 000 ans. Emma? Très vieux. Très vieux, ouais. Ah, tu fais une Lilian là. Je dirais 1 million. 1 million d'années? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, Lilian. Alors, Flo est un petit peu gourmand. Corentin, t'étais un peu pas assez gourmand. Donc en fait, c'est une espèce qui s'appelle la Posidonie. C'est une espèce d'algue qu'on trouve en Méditerranée notamment. Et il y en a une qui est estimée à 80 000 ans de durée de vie. Enfin, actuellement, elle est encore vivante. Ça ferait 80 000 ans qu'elle est là. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai fini le petit quiz. Eh J'espère que vous avez appris des trucs. Ah bah oui, c'est plutôt oui. Bah merci. Eh ben non, c'est nous qui te remercions, Nico. Merci beaucoup, et nous sommes malheureusement déjà à la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés, et comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et écouter les anciennes émissions sur Science Infuse. On vous souhaite tous un bon week-end, et à dans 2 semaines.